Paris pour votre livre Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien aux éditions Flammarion. Moi, c'est une question vraiment très classique. Je suis sûr qu'on commence toujours ces interviews comme ça, mais d'où vous vient l'envie d'avoir écrit ce livre? Je crois d'abord qu'il fallait de la distance pour pouvoir le faire et l'écrire. Et ça vient d'une rencontre, comme souvent dans ma vie, avec une éditrice qui s'appelle Véronique Debure chez Flammarion, qui avait vu un article publié il y a quelques années dans Le Parisien, où je parlais un peu de ma vie, mais sans rentrer vraiment dans les détails comme je le fais avec le livre. Et elle a eu envie que je poursuive un peu ça, que j'aille un peu plus loin. Et je me suis rendu compte que c'était le moment et qu'il fallait y aller, en quelque sorte. Est-ce que ça a été facile? Parce que on va décrire, en fait, vous expliquez ce que vous avez vécu 8 dépressions sur Ouais, une trentaine d'années, des choses comme ça, mais en ouais, même temps, c'est ça. c'est pas une autobiographie, c'est ce que vous tenez à dire. Et je trouve ça intéressant d'essayer de, comment on va dire, de séparer les deux, alors que malgré tout, quand dans sa vie privée ça va pas, c'est qu'on a une dépression aussi. Donc là Oui, aussi, mais c'est quoi? C'est un c'est pas une partage? autobiographie parce que d'abord, je suis beaucoup trop jeune pour écrire mes mémoires. Je vais attendre d'avoir 100 ans pour ça, au moins. Et puis, ça représente à peu près 30 ans de ma vie, c'est-à-dire la moitié, au fond, de tout ce que j'ai vécu. Et je voulais pas qu'on on limite cette fausse autobiographie à 30 ans de dépression, en fait, en quelque sorte. Ma vie n'a pas été que ça, heureusement. Mm. Est-ce que c'était une envie de partager, une envie de faire le point? Comment vous définiriez ce livre? Ou un C'est un nouveau peu les départ deux. aussi? C'est un peu Ouais. les deux. En fait, ça n'a pas été un livre difficile du tout à écrire. C'est même venu d'une façon extrêmement fluide, sans aucun problème. Et puis, peu à peu, en effet, est née cette idée que, au fond, finalement, ma vie, même si d'autres la qualifieraient, je ne sais pas, d'étonnante ou quoi ou qu'est-ce, elle ressemble à des milliers d'autres vies d'une certaine manière. Et je me suis dit que peut-être que certaines personnes y trouveraient comme un refuge, une manière peut-être de mieux comprendre leur parcours et surtout les épreuves qu'ils ont pu traverser ou qu'ils vont traverser à un moment donné de leur vie. Je suis désolé parce qu'il faut qu'on en parle aussi, mais c'est une grosse épreuve, en tout cas, qui vous aurait déclenché toutes ces dépressions. C'est votre père quand il vous bat, ou est-ce que c'est pas ça? C'est une des raisons. Vous savez, le problème de la dépression, c'est qu'il faut tout de suite dire qu'il n'y a pas deux dépressions semblables. C'est important de le souligner. J'en ai traversé 8. Les 8 ont été différentes, même s'il y a des passerelles entre elles. Euh, c'est comme ma dépression et celle d'un autre, elles n'ont rien à voir a priori. C'est vraiment, ça dépend du background, ça dépend de plein de choses. Si vous ouvrez la fenêtre cette nuit et que vous attrapez mal à la gorge, vous saurez pourquoi. La dépression, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas au fond d'où vient la dépression. C'est très compliqué. Même les médecins donnent des avis, font des hypothèses, mais on est très très loin de la vérité. Et je dois avouer que pour celui qui souffre, et pour l'entourage surtout aussi, les parents, les amis, c'est compliqué de ne pas savoir pourquoi. On n'a aucune aspérité à laquelle se raccrocher. Alors, j'ai fait un travail sur moi, une introspection sur plus de 20 ans avec le bon docteur M, comme je l'appelle dans le livre. Euh, et grâce à lui, j'ai pu faire un travail énorme sur moi. Et peut-être que cela m'a permis d'essayer, en tout cas, de comprendre toutes les raisons qui ont fait que j'ai pu plonger à plusieurs reprises, et notamment, en effet, la présence de mon père, ou plutôt l'absence de mon père, et sa violence par à-coup, sa colère, surtout parce que c'était un homme colérique, c'était pas un homme violent. Il l'a été, comme souvent les hommes en colère, c'est-à-dire que vous savez, quand on se met en colère, une fois sur deux, on ne se met pas en colère pour les raisons pour lesquelles on se met en colère. On se met en colère pour des raisons bien plus antérieures, bien plus anciennes, et on dépasse tout, sa pensée, ses mots, ses paroles, tout ce qu'on fait devient excessif et un mauvais excès, évidemment. Mhm. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'avais l'impression que vous observiez quand vous étiez en hôpital psychiatrique ou des choses comme ça, parce qu'à un moment vous dites on est au fond de la piscine, il faut rebondir. Donc quelque part, je ne sais pas si vous vous disiez il faut que j'ai de l'espoir, mais en tout cas, vous expliquez souvent que vous regardez les autres patients, les docteurs, comment ils réagissent, et ça vous fait aussi votre expérience finalement, et peut-être même que ça vous inspire pour écrire. Oui, alors il faut dire quand même que en dehors des hôpitaux, j'ai une vie très active. J'imagine même pas la retraite. Je vais continuer à travailler le plus tard possible, tant que je pourrai. Écrire des livres, défendre les livres des écrivains que j'aime et que les éditeurs me confient. J'ai deux métiers à temps plein. C'est vrai que
les journées de 24 heures ne sont pas suffisantes. Et quand j'ai eu ces dépressions, et quand j'ai été hospitalisé, je me suis retrouvé tout d'un coup sans rien faire, c'est-à-dire avec une espèce de vide sidéral, où au fond, en dehors de la visite du médecin en fin de matinée, j'avais des journées entières pour moi. Je n'avais pas très envie qu'on vienne me voir et qu'on me voit dans cet état. Donc j'avais très peu de visites. J'avais pas d'appel, j'avais pas de téléphone non plus, puisque je le laissais à mon mari. Et donc, au fond, j'avais un temps infini devant moi. Je me souviens d'ailleurs même rue Guérancière, qui est un des endroits où je suis allé, qui est un hôpital d'urgence qui se trouve dans le 6e arrondissement. Il n'y avait pas de télévision le soir. Et donc, les médecins estimaient qu'on n'était pas là pour regarder une série ou un journal télévisé ou peu importe. On était là pour réfléchir à ce qu'allait nous arriver en sortant. Et on avait le temps, vraiment le temps d'y penser et d'y réfléchir. Je me souviens, je passais mes soirées allongé sur le lit, les bras repliés sous la tête, regardant le plafond, et vraiment je ne pensais qu'à ça, à mon avenir proche, ou en tout cas à ce qu'il allait devenir. Et puis, il faut dire quand même que dans les hôpitaux psychiatriques et les cliniques psychiatriques, on rencontre des gens formidables, on rencontre des patients, vous savez, les gens qui traversent ce genre d'épreuves, pour la plupart du temps, sont des gens extrêmement doux, extrêmement gentils, hypersensibles. Bon, oui, il y a des dingues, bien sûr, mais ça, on les enferme dans des ailes où on ne les croise jamais. Le reste, c'est beaucoup de gens de l'éducation, c'est beaucoup de gens simples qui, à un moment donné ou à un autre, ont perdu le fil de la raison. Mais ce sont des gens avec lesquels je me sentais presque mieux qu'avec mes proches. Et même si je ne les revoyais pas en sortant des hôpitaux, ce temps d'échange avec eux était quelque chose d'extrêmement bénéfique pour moi. Ils m'ont aidé vraiment aussi à m'en sortir. Ce que je trouve intéressant, vous parlez aussi quelque part d'une discipline que vous appliquez quand vous êtes, encore une fois, dans ces hôpitaux, notamment de ne pas écrire, parce que c'est deux choses distinctes, et j'avoue que ça m'a échappé. Je croyais que ça aurait pu C'est être une pas, réaction. c'est pas vraiment, c'est pas une discipline. C'est qu'en fait, quand j'écrivais, ça m'est arrivé bien sûr d'écrire dans les hôpitaux ou quand j'allais pas bien, mais c'était stérile. Je veux dire, il y avait pas, j'arrivais pas à formuler mes phrases, j'arrivais pas à rassembler ma pensée. Quand j'écris, je suis heureux, hein, donc et quand j'étais dans ces lieux, j'étais pas heureux. Donc en fait, quelque part, l'écriture était un peu proscrit du régime de la guérison parce que tout ce que j'écrivais ne m'a servi à rien. Aucune des notes que j'avais prises n'a jamais été utile parce que tout ce que j'écrivais était profondément stérile. Mhm. Ce que je trouve assez passionnant, vous dites que c'est pas une autobiographie, mais malgré tout, vous livrez quand même sur le début de votre carrière. C'est assez incroyable tout ce que vous avez pu vivre aussi. Et puis même, je parlerai aussi de votre relation avec votre mère que je trouve aussi, c'est incroyable parce que, enfin, j'arrive même pas à définir. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que Oui, ça aussi, ouais, est-ce que ça aurait pu je être vois bien subtil? ce que vous voulez dire, mais vous savez, très souvent, par rapport aux épreuves, beaucoup de gens me disent que j'ai eu beaucoup de courage. Moi, je ne le vois pas comme du courage. Vous, vous le voyez comme du courage à l'extérieur. Mhm. Pour des gens qui traversent un moment difficile, il faut le traverser de toute façon. Donc, ce n'est pas une question de courage, C'est de l'observation plutôt. c'est une C'est plutôt de question simplement l'observation. d'aller de l'avant, vous voyez ce que je Ouais, veux dire. ouais, Et dans les ouais, ouais. relations que j'avais avec ma famille, c'était ma famille et pas celle d'un autre. Donc j'avais un père colérique, j'ai fait avec. J'avais une mère un peu indifférente, qui s'intéressait pas vraiment à nous. Elle était plus une mère qu'une épouse. Euh, Comme j'explique que j'ai fait ce travail important avec le bon docteur M, ça m'a aussi permis de me pardonner et de pardonner aux autres. C'est-à-dire de prendre le temps d'essayer de les comprendre, de devenir un peu plus empathique autour de moi, sur les gens que j'aimais. J'ai aimé mon père, j'ai aimé ma mère, simplement au regard d'autres familles que je fréquentais, je me rendais bien compte que la mienne était plus dysfonctionnelle que les autres. Euh, vous pouvez nous expliquer, au fur et à mesure des dépressions, vous les sentez arriver justement, et j'aime bien, c'est horrible la façon de le dire, mais c'est intéressant comme vous le décrivez, ça doit être la dernière ou une des avant-dernières en tout cas. Vous dites, vous commencez à transpirer, vous devez faire une conférence devant des jeunes élèves, vous vous Oui, forcez, j'ai un l'impression que message, oui. voyez, voilà, vous voyez ce qui arrive et quelque part, vous Alors, savez vous battre contre la bête, on va c'est-à-dire dire. que le fait d'en avoir fait 8, évidemment, fait que peut-être pas la première que j'ai pas vue arriver, qui m'est Mhm. tombée dessus vraiment comme un boulet de canon,
et qui était terrible parce que j'avais l'impression que je m'en sortirais jamais. Après, la deuxième, on sait qu'on s'en sort, mais on a toujours un doute. C'est toujours, d'ailleurs, à travers les 8 dépressions, j'ai toujours eu un doute, même si je savais que la sortie était plus ou moins imminente. Mais bien sûr, il y a des signes avant-coureurs qui sont à peu près tous les mêmes. Une espèce d'immense fatigue. Tout problème devient absolument insurmontable, comme une montagne qu'on ne peut plus franchir. Mais même, je ne sais pas, même mettre la clé dans la porte devient un problème. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout est compliqué. Voilà. Il y a ça, il y a le fait de se réveiller plusieurs fois la nuit, d'avoir du mal à s'endormir, évidemment. Alors, c'est pas parce qu'on a du mal à s'endormir qu'on va faire une dépression, mais ce sont tous ces signes mis bout à bout, la perte de l'appétit, voilà, plein le manque de concentration terrible. Et puis, à un moment donné, viennent les larmes. On pleure beaucoup. J'ai jamais autant pleuré de ma vie que pendant les dépressions, alors que je suis plutôt un homme qui pleure jamais. Sauf quand je regarde un film, où là, si c'est un film un peu romanesque, je peux vraiment y aller de ma larme. Mais sinon, dans la vraie vie, dans la vie normale, on va dire, je suis quelqu'un qui ne pleure pas. Quand ma mère est décédée du Covid en avril dernier, je n'ai pas pleuré. Mhm. Euh, Comment on fait pour mettre des mots pour décrire une dépression? Parce que c'est très psychique quelque part, et je trouve que vous vous expliquez, bah justement, j'en reviens aux symptômes déjà physiques, et après mentalement, comme vous l'avez expliqué. Mais moi, Oui, j'ai connu aussi des gens, en voilà. effet, je parle de la bête. Je parle de la bête parce que on a vraiment l'impression d'un dédoublement de personnalité. C'est-à-dire que lundi, vous êtes quelqu'un, mardi, vous êtes une autre personne. À partir du moment où la dépression rentre en vous, c'est comme quelqu'un qui se logerait en vous quelque part. C'est vous et c'est pas tout à fait vous non plus, parce que vous n'agissez plus comme vous le faisiez avant. Les peurs deviennent paniques, tout change. Il y a un côté visqueux qui s'installe en vous. Et puis, à un moment donné, il y a cette visite avec le médecin qui décide de vous donner une médicamentation à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, qui vont en plus, évidemment, atteindre le cerveau et donc compliquer les choses parce que tout va devenir ralenti, quoi que vous fassiez. Si vous êtes un hyperactif comme moi, vous pouvez continuer à l'être, mais tout ce que vous faites est d'une certaine manière ralenti, vous n'êtes plus le même. Ce que je trouve intéressant, ça va peut-être vous paraître un détail, mais c'est aussi vous parlez souvent des couleurs. Donc il y a les couleurs, les pilules, les choses comme ça, mais il y a aussi les paysages j'ai l'impression que ça c'est un thème. Alors en tant que romancier aussi qui vous intéresse ou Oui, mais la ouais, couleur, c'est la vie. Hein. Voilà, voilà. tout simplement, la couleur, c'est la vie. Et même quand j'étais dans les hôpitaux, je me souviin de la rue Garancière dont je parlais tout à l'heure. Il y avait un store cassé, ce qui fait que la nuit, j'avais de la lumière qui filtrait à travers le store. Et il y avait en bas de la rue un feu rouge, tout simplement. Et ce feu passait sans arrêt, évidemment, du vert au orange, au rouge. Et donc, ma chambre était striée de ces lumières de couleurs. Mais en même temps, c'était quelque chose pour moi de bénéfique parce que je les remarquais, ces lumières. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Si vous perdez le goût, alors le goût de la nourriture, c'est une chose. Le goût de la vie, vous la voyez en noir et blanc, vous la voyez plus en couleur, la vie, quelque part. Donc le simple fait d'avoir ces petites touches de couleur, en effet, qui me faisaient du bien, la chaleur d'un rayon de soleil sur ma nuque quand j'étais assis sur les bancs dans les hôpitaux, toutes ces choses me redonnaient un peu de bien-être et me permettaient, au fond, peu à peu de remonter aussi. Mm. Et je reviens encore un petit peu sur ça parce que finalement, je me dis, vous vous observiez. Est-ce que vous aviez cette conscience-là? Comme vous disiez, la bête, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous aviez l'impression de vous regarder justement dans ces Oui, moments-là? peut-être parce que justement, j'avais du temps tout d'un coup. J'étais plus pressé par le temps, j'avais plus le téléphone qui sonnait tous azimuts, j'avais plus à me servir de mon ordinateur, j'étais vraiment livré à moi-même. Et peut-être que j'avais, vous savez, dès qu'on part à la campagne, par exemple, on a toujours cette notion des champs de blé, de l'odeur de l'herbe coupée au printemps. Toutes ces sensations qu'on perd un peu quand on est dans la ville, c'est un peu le même sentiment, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me retrouvais par exemple à Sainte-Anne, qui est un hôpital psychiatrique extrêmement connu et très fort. J'avais très peur d'y aller, d'ailleurs je me souviens au départ, je pensais que j'allais y voir des gens avec des chapeaux pointus et des passoires sur la tête, et je tombais sur des gens comme moi. Voilà, donc mais il y a énormément de parcs à Sainte-Anne. C'est l'hôpital le plus boisé,
le plus vert d'une certaine manière. Et donc, je faisais souvent des longues balades au milieu de cette nature en plein Paris. Et bien sûr qu'elle nous réconcilie avec beaucoup de choses et que ça comptait pour moi. Personne de votre entourage, moi je pense à Laurent, je le connais un petit peu et vraiment je l'apprécie, je le trouve vraiment très sympa. Vous lui rendez un bel hommage aussi, hein, parce que c'est vrai que lui, vous le vivez de l'intérieur, lui il le voit de l'extérieur et bah, c'est Oui, et puis on a 20 ans de vie commune. Vous savez, dans les couples, quels qu'ils soient, qu'on soit entre hommes et femmes ou entre femmes, peu importe, quand on traverse une épreuve ensemble, ça passe ou ça casse. Il y a des couples qui résistent pas à ça. Voilà, c'est très simple. Quand on s'est connu avec Laurent il y a 20 ans, j'ai fait une dépression 2 ans après notre rencontre. Lui ne s'y attendait absolument pas. Il a été très désarçonné, très dépourvu. Il a beaucoup souffert aussi pendant ces 2 années. Il a dû mûrir plus vite qu'il ne le pensait, grandir plus vite qu'il ne le pensait, régler un certain nombre de choses puisque je n'étais jamais là. Et pour lui, ça a été vraiment pénible. On a eu des moments, comme je le dis dans le livre, de complicité, mais aussi des moments de doute, des moments difficiles aussi, où il acceptait plus cette maladie, où il voulait que je revienne dans la vie normale. Il supportait pas mes séjours dans les hôpitaux non plus, ce qui est une situation et un sentiment on ne peut plus normal. des expériences comme celle-ci, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que maintenant on apprend à se connaître quand on a vécu ça, justement, ou pas? Oui, je pense, comme pour toute souffrance, au fond, finalement, comme je le dis dans le livre, c'est pas les épreuves qui comptent, c'est ce qu'on en fait. Et je pense que quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, c'est toujours dans ces moments-là qu'on apprend vraiment à savoir qui on est et à beaucoup se connaître. Moi, j'ai à la fois une grande fragilité, mais une grande force aussi. Sinon, je me serais pas relevé 1000 fois et je me serais pas battu à ce point pour m'en sortir. Donc, l'analyse aussi, évidemment, m'a permis je pense que je suis devenu quelqu'un de plus empathique aujourd'hui et peut-être plus humain à cause de ça et que, évidemment, je ne peux pas m'attarder devant chaque personne qui souffre, mais en tout cas, j'ai toujours un regard compatissant et un mot gentil ou un geste quand il m'arrive de croiser un regard un peu perdu, oui. Je ne veux pas faire la rubrique cancan, mais je trouve aussi que ça vous a permis d'observer la nature humaine. Moi, j'ai encore deux noms, c'est Janine Boissard et Ouais, François Sagan. François ouais. Sagan n'ont pas du tout réagi de la même façon quand vous avez connu ces périodes Non, mais difficiles. il faut dire que Janine Boissard est une grande amie, hein. On est vraiment très très proches. On a 25 ans de différence, mais je la considère plus comme une amie que comme une mère de substitution, on va dire. Et puis on la surnommait la normale quand elle était jeune. Donc on a des points communs aussi par rapport à ses rejets de famille. Et on était très proches. Elle venait presque tous les jours dans les hôpitaux. On jouait aux cartes. Elle passait du temps avec moi. Elle était toujours d'une patience incroyable. François, c'était pas une amie. François, c'était Sagan. C'était un auteur que je défendais. J'ai toujours séparé ces deux univers, mon monde, le leur. Et il se trouve que la seule fois où je l'ai franchi, c'était avec Françoise Sagan. C'était une époque où j'étais un peu, on va dire, un peu perdu, un peu, voilà, et cette amitié un peu hors norme qui m'a apporté aussi beaucoup de choses. Au fond, finalement, n'est allé que dans un sens parce que Françoise Sagan a été très proche de moi les premiers temps, et puis quand j'ai été malade, elle a un peu disparu de la circulation, mais je dirais que je lui en veux même pas parce que c'est quelque chose d'assez logique, hein. Vous savez, si un jour vous êtes malade, que vous avez une dépression, ou vous avez une maladie qu'il faut régler, l'écart se creuse entre vous et les autres. C'est un peu la vie, elle est faite comme ça. Et Françoise est partie sur la pointe des pieds. Il en reste des romans que j'ai adorés et des moments de complicité entre nous assez forts quand même. J'ai vraiment une toute dernière question, ou c'est même une dernière remarque. Je ne vais pas dévoiler le dernier chapitre, mais j'ai pas vécu comme vous des dépressions comme ça, mais quand je me sens mal, je fais la même chose. Et je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une liste, quoi, voilà. Après, Oui, tout à et fait. c'est là que quand je vous ai lu, je dis, ben voilà, c'est vrai aussi.
on est dans un tunnel, mais si on commence à faire un petit peu une liste de choses, quoi, je ne veux pas trop déballer, mais Non, ça vous mais donne non, de la lumière. on peut le dire. J'ai fait une Ouais, liste. Le livre s'achève sur une liste des choses que j'aime. voilà. J'aurais pu faire une liste des choses que je détestais, mais j'aurais trouvé que ça avait moins de saveur. Et puis ça, à la limite, je préfère le garder pour moi. Et puis quand j'étais dans les hôpitaux et les cliniques, c'était un patient qui m'avait appris ça, à faire une liste de plus et de moins. Voilà, c'est-à-dire de se rendre compte que finalement, en sortant de l'hôpital, qu'est-ce qu'il y avait en plus, qu'est-ce qu'il y avait en moins. Et à force de faire ces listes, ça a fini par s'imprégner en moi. Et quand j'ai écrit ce livre, il était évident que j'allais finir sur une liste de plus, évidemment, c'est-à-dire une liste exhaustive de choses que j'aimais. C'est presque un questionnaire de Proust qu'on pourrait poser aux écrivains en général, ou qu'on pourrait faire même chacun pour soi, parce Mm. que ça apporte aussi une forme de bien-être d'avoir à faire ces listes aussi, je trouve. Ça aide beaucoup, je peux vous le dire parce que c'est ce que je fais aussi parfois. Moi, je me permets, je vous rappelle juste, alors c'est Gilles Paris pour certains cœurs, lâche pour 3 fois rien. Chez Flammarion, je trouve ça utile parce que si on ne se sent pas bien ou des choses comme ça, je ne vais pas dire que c'est un Ça peut livre qui aider, soigne, mais voilà, ça vous donne ça des peut aider, pistes. Voilà. Ben, merci beaucoup. absolument. Voilà. Merci, Ramon.